Bienvenue pour ce 7-8 Société. Aujourd'hui, nous allons parler du manger local. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers le circuit court, vers les producteurs locaux, avec pour motivation de mieux manger, protéger l'environnement ou encore préserver sa santé. Invité sur ce plateau, Bertrand Houillon, vice-président de 50 ans en Yvelines. Bonjour à vous. Bonjour. Chargé du développement durable et de la ruralité. Hervé Givry également. Bonjour. Vous êtes maraîcher, à Manille-les-Hameaux. Je vais y arriver à retrouver les places des uns et des autres. Et Julien Castagnier qui est en charge de la création de la MAP, notamment des racines et des graines sur Elancourt. Face à vous, Didier Boussouni. Bonjour. Vous êtes président de la MAP 100% Villepreux. Et Laurence Morel-Losseron, vous êtes adjointe au maire de Villepreux. Et on va parler notamment avec vous tout à l'heure du travail que vous avez mis en place pour créer cette AMAP sur Villepreux. On va parler donc des initiatives, du travail de chacun et puis aussi, et bien sûr, de la pérennité possible ou non de ce système. Mais comme lors de chaque émission, voici un nouveau documentaire à découvrir. Myrène, une bergère basque, elle élève seule 2 enfants, un troupeau de 170 brebis. Elle illustre, malgré ses doutes, la réussite d'une agriculture encore inscrite dans le respect des cycles et du vivant. Un documentaire signé Jeanne Bourgon pour Sanofi Productions. Je ne doute pas de ce que je fais aujourd'hui même, dans l'année, parce que je sais ce que je vais produire, ce que je vais vendre, ce que je vais avoir comme charge à payer, donc ce que je vais avoir comme revenu. Mais par contre, je doute parce que vu l'évolution des choses de manière générale, c'est très très inquiétant. Et je doute pour l'avenir. Je doute pour l'avenir proche, même dans 5 ans. Je me dis, mais comment ça va être dans 5 ans ? Goazen mendi goizalean, ikusterat goizarritan, mendietako bakea, gora ibilki airetan, Euskal Herria estaliz, arranoen hegaletan, Entzun gaztea, mendia
Alors quand je me suis installée en 2001, j'avais en tête de faire du fromage, de la tome. La tome, c'est le fromage traditionnel ici au Pays Basque. On va dire même que on ne fait que de la tome en brebis. Et moi, j'avais depuis le début l'idée de faire autre chose que la tome. Voilà, des lactiques, des pâtes molles. Je voulais obtenir un fromage. J'avais une idée très précise en tête de ce que je voulais comme texture, comme croûte, comme odeur, comme goût, comme consistance. Mais je ne savais pas comment il fallait faire pour arriver à ce fromage. J'arrivais jamais à ce que je voulais. Et puis un jour, par hasard, j'ai obtenu le fromage que j'avais envie d'avoir. Et le lendemain, ça n'a pas marché. J'ai continué à essayer. Et puis 4 ans après, j'ai obtenu à nouveau ce fromage que j'avais envie d'obtenir. Et là, comme j'avais un peu d'expérience, c'est un grand mot, mais bon, je commençais à comprendre pourquoi. Et donc, j'ai essayé une deuxième fois. La deuxième fois, ça a marché. J'ai essayé une troisième fois, ça a marché, ainsi de suite. J'ai le fromage de mes rêves, en fait. Maintenant que j'ai surmonté les épreuves les plus difficiles dues à l'installation, à l'apprentissage du métier, etc., je me dis que c'est quelque chose que j'adore faire. Et je changerai de métier pour rien au monde. Mais j'étais pas très très soutenue parce que le ressenti que j'avais à l'époque, c'était que voilà, on me faisait pas confiance, on me prenait un peu pour quelqu'un qui rêvait, qui idéalisait le métier sans le connaître. Et c'était sans doute le cas. Mais maintenant, avec 15 ans de plus, aujourd'hui, je peux dire que je connais le métier. Je connais toutes les difficultés, je connais les joies du métier. Et là, je peux vraiment peser le pour et le contre. Et j'ai aucun doute que j'ai fait le bon choix. Voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça jusqu'à 60 ou 65 ans, mais voilà. Tant que je peux le faire, je continuerai. Point. Ama, majonak sortia du? Majonak sortia du, niña? Yes. Eta adar xahalak bizitzen eta pupe galditzela eta azterkitik? Ez dakit.
D, E, L, A. Kontatzen duzu, kontatu dauzutan histori bat. Erraiten alduzu, azte honetan bidera. Là, cette année, je suis contente parce que je suis tranquille, ça se passe bien. Je suis plus rigoureuse aussi parce que je suis là. Parce que les filles, je les laisse toutes seules et je ne suis pas aussi inquiète que, tu vois, il y a 1 an déjà, je bâclais un peu le travail pour vite retourner aux enfants. Et après, le lendemain, je retrouvais l'agneau complètement... voilà, et... Je ne considère pas vraiment ça comme un métier, c'est plus un mode de vie. C'est pas comme si c'était un métier que j'exerçais la journée pour ensuite le soir rentrer chez moi et faire ce que j'ai à faire, ce que j'ai envie de faire. Ma vie privée, c'est ma vie professionnelle. Ma vie privée, c'est mon métier de berger. C'était un groupe d'étudiants qui étaient en formation agricole. Donc il y avait surtout des garçons, et il y avait peut-être 2 ou 3 filles. Et alors les garçons, à un moment donné, alors au début, ils disaient rien. Ils m'écoutaient, ils disaient rien, et bon. Puis à un moment donné, il y en a un qui pose la question, mais qui c'est qui vient pour faire les travaux en tracteur ? Je dis, pour faire les travaux en tracteur, mais quels travaux en tracteur ? Alors il me dit, par exemple, pour faucher ou pour... voilà. Et je dis, c'est moi. Puis il me dit, mais comment ça, c'est toi ? Et puis, je dis, mais comment ça, c'est toi ? Et puis, mais tu conduis le tracteur ? Puis je dis, oui, mais je conduis la voiture aussi. Hala ere, ez dugu besterik. Hala ere, ez dugu hobeagorik. Hala ere, nora joan gindezke, nora joan gindezke, nora joan gindezke. Hala ere, ez dugu besterik. Hala ere, ez dugu hobeagorik. Hala ere, nora joan gindezke, nora joan gindezke, nora joan gindezke.
tout ce que je produis et que je vends sert à peine à couvrir les charges que j'ai. Sans les primes, on ne peut pas vivre. C'est pas très facile d'aborder ce sujet en fait. Alors là, on va faire le fromage. Je vais faire de la tome, de l'osso irrati. Et il y a 4 traites. Donc il y a ce que j'ai récolté en 2 jours. Et je vais mettre la présure. Alors là, on a... Voilà. C'est ma sieste. Et encore, c'est pas ce que je préfère faire. Après, je vais faire un truc...
Voilà. Il est là. C'est une drôle de sensation, hein, quand même, de voir ce fromage-là. Ce fromage, il faut savoir que je ne l'ai pas fabriqué en 2 heures. Je l'ai quand même fabriqué en plusieurs mois. Ça démarre à la montagne. Ça poursuit en automne quand les brebis descendent à la ferme. Ça continue en hiver quand les agneaux naissent, qu'il faut les faire téter. Et puis à la traite. Voilà, donc ce fromage, il a quand même une longue histoire. Hein. C'est pas une histoire d'un jour. Hein. Voilà. L'été, c'est la saison calme. Après, il y a les foins et les regains à la ferme. Mais bon, voilà, ça se résume à ça. Le travail de l'été, c'est ça. C'est foin, regain, surveiller le troupeau à la montagne. Mais voilà, c'est beaucoup plus tranquille, oui. Donc en été, on en profite un peu pour sortir. On a plus de temps pour la famille, les amis. Moi, en ce qui me concerne, j'en profite aussi pour donner des cantaldis avec mes sœurs. Voilà. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltza zabaltzen, gizatasunari bidea. Inon ez inorbenpegorikan, norbere buruaren jabe, herri guztiok bategindikan, ez gabiltza errorik gabe. Ez dakit noiztik den bainan, bai iragan aspaldian,
gure arbasok landatu leizar batzuen erdian, iparretik hotzik datorken aizearen gordabian, etxetik urrun handago gure hartzain etxola mendian. De retour sur le plateau de TV78 avec nos invités du jour. Ils sont politiques, responsables d'AMAP ou encore maraîchers. Ils vont nous parler du travail qu'ils mènent au quotidien. Et on va débuter avec vous, Hervé Givry. Vous êtes maraîcher installé à la ferme urbaine à Magny-les-Hameaux. C'est en 2013 que vous êtes reconverti dans cette profession et janvier 2018 que l'aventure a vraiment commencé. Un peu avant. Parlez-nous un peu de ce parcours justement. Je suis parti en formation voilà, en 2013. Ensuite, j'ai fait 3 ans de couveuse d'activité avec les Champs des Possibles, qui était avant une association et maintenant qui est une coopérative, auquel je suis rattaché puisque je suis salarié de la coopérative dans mon activité. Voilà, et depuis le début de l'année, je suis effectivement à Magny pour produire des légumes pour l'AMAP d'Elancourt et de Guyancourt. Légumes de saison et bio. C'est important de faire du bio. Tout à fait. Ouais. Oui, c'était le sens de ma reconversion aussi. Oui, pourquoi avoir choisi cette reconversion aussi? On dit souvent que l'agriculture, c'est plus qu'un métier difficile, mais c'est quelque chose qui vous a... C'était pour mettre en adéquation mes pensées et mes actes. Voilà, ça faisait un moment que ça tournait et voilà. Donc, il me paraissait important de passer à l'acte. Voilà. Vous ne regrettez pas du tout pour l'instant? Pour des tas de choses et je ne regrette pas du tout. Non. Alors pour commercialiser, vous en avez parlé, cette production, vous passez par une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et il y en a à Guyancourt, il y en aura une prochainement encore à Elancourt. Julien Castagnet, comment ça fonctionne une AMAP déjà? Une AMAP, c'est des adhérents ou des personnes qui souhaitent se réunir ensemble pour soutenir un maraîcher ou une agriculture locale. Donc, vous pouvez avoir aussi bien du pain, vous pouvez avoir des œufs, vous pouvez avoir même de la bière dans le coin. Vous avez des gens qui produisent localement et qui produisent bio de préférence. Il y a une demande de plus en plus forte de la part du consommateur? Oui. Et l'avantage de la MAP, c'est que vous êtes en lien direct, c'est-à-dire que le consommateur et le producteur, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Vous êtes toujours en lien direct. Vous développez actuellement l'AMAP, la future AMAP sur Elancourt? Alors, c'est pas une AMAP, c'est une association. Elle est créée. D'accord, elle est créée et il y aura possibilité aussi, il y aura des points pour les consommateurs qui veulent retrouver les produits, par exemple. Exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un lien sur lequel tout est notifié.
notamment comme on bouge toutes les semaines de lieu de distribution, ils sont au courant, nos adhérents sont au courant où ça se passe. Il y a une autre AMAP représentée ici en plateau, c'est 100% Villepreux. Vous allez nous en parler tous les deux, mais tout d'abord Bertrand Houillon, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, en charge de la ruralité, du développement durable. Expliquez-nous un petit peu le rôle que le politique a joué dans ce développement, que ce soit des fermes, des lieux d'agriculture ou encore des AMAP. Quelle place le politique peut-il trouver dans tout ça ? Les collectivités ont un fort rôle à jouer aujourd'hui sur le retour et la diversification de l'agriculture dans le cadre de l'aménagement du territoire, dans le cadre de l'accompagnement des installations et de la dynamisation aussi en local sur la mise en relation des habitants avec les agriculteurs, surtout dans un contexte aussi contraint en termes de foncier que l'est l'Île-de-France. Très concrètement, aujourd'hui, pour l'installation qu'un agriculteur, une agricultrice s'installe sur des nouvelles terres, donc qui a acheté ou loué des terres, quand on sait la pression foncière qui existe dans nos secteurs, c'est quasi impossible. Si la collectivité n'intervient pas, en mettant pourquoi pas à disposition des terres, en louant des terres elles-mêmes, en remettant des terres à l'agriculture, c'est-à-dire en ne les urbanisant pas aussi, derrière on ne favorisera pas la diversification de l'agriculture. Il faut savoir que sur un territoire comme Saint-Quentin en Yvelines, on est à 90% de terres en céréales aujourd'hui pour faire revenir ou raccourcir les circuits sur la consommation pour les habitants en direct. On ne mange pas que des céréales, donc à un moment donné, il faut aussi diversifier cette agriculture et c'est pas aujourd'hui pour le moment sur les terres céréalières qu'on arrive à prendre, donc il faut qu'on prenne sur d'autres terres. Le travail des politiques a été nécessaire, l'aide des politiques pour vous, pour votre conversion, pour développer votre espace agricole ou encore pour la MAP ? Oui et non. Au début non, on se débrouille tout seul. Et au final, oui, puisque pour l'installation, moi je suis allé m'installer à Manille et à Meaux. Qui est votre commune également, je le reprécise, vous en êtes le maire. Voilà, où il y a un projet justement d'installation de plusieurs agriculteurs. Voilà, et il y a actuellement la construction d'un bâtiment pour pouvoir stocker les légumes, le matériel, enfin qu'on puisse travailler dans des conditions correctes. Et puis sur Saint-Quentin en Yvelines, récemment, il y a eu un séminaire sur le manger local. Justement, je vous propose de revoir ce reportage que nous y avions consacré. Le territoire de Saint-Quentin en Yvelines est composé à 21% d'espaces agricoles. À l'occasion du séminaire du manger local, une convention annuelle d'objectifs a été signée. On est sur un objectif de pérenniser l'agriculture qui existe déjà sur le territoire, de l'aider à une transformation vers plus de local, de conversion aussi vers beaucoup plus de respect en termes environnementaux et aussi donc quand c'est possible de pouvoir favoriser les installations pour une diversification. 32 exploitations agricoles interviennent sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, mais certains agriculteurs sont inquiets et espèrent beaucoup de ce séminaire en présence des acteurs locaux. On vit dans une région où on voit l'urbanisme prendre du terrain agricole, mais à contrario, nous, on a du mal à faire nos bâtiments. Moi, je veux de la pérennité et de la confiance. Parce qu'on n'est pas là pour juste être là 2 ans et demi, 3 ans, et puis après faire autre chose ou laisser en abandon. C'est des projets de vie qu'on met en place, et ça, leur faire comprendre aux acteurs locaux, je m'aperçois vraiment que c'est très compliqué. Clément produit une 50aine de paniers pour la MAP locale 100% Villepreux, qui a pour vocation de soutenir l'installation des agriculteurs dans leur activité. On a plus de 115 ou 119 familles qui viennent, qui se fournissent par ce biais-là, tantôt sous forme de contrat hebdomadaire, tantôt sous forme de contrat bimensuel. Les AMAP, associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, permettent une vente directe, sans intermédiaire entre le producteur et le consommateur. 100% du montant du panier est reversé aux paysans. Le 7-8 Société se poursuit avec aujourd'hui cette thématique autour du manger local. On a entendu parler, on vous a vu dans ce reportage également, sur la MAP de Villepreux. Quelle a été la motivation déjà pour lancer la MAP ? Comment ça s'est passé ? Il y avait une volonté politique et vous avez aidé, ou c'est l'inverse ? Non, il y avait une volonté politique, c'est vrai. Clairement. Déjà, c'est pas un hasard que ça se soit fait à Villepreux, dans la mesure où nous avons
un territoire qui est très majoritairement agricole. 65% de la commune est en terre cultivée, donc ceci explique cela. Déjà aussi, on bénéficiait d'une situation où il y avait énormément de bio. Sur l'ensemble de l'agglomération, on est à peu près à 8% de terres en bio. À Villepreux, on est à plus de 22%. Et ce, depuis plusieurs années déjà. Donc, on bénéficiait de ça. Et en fait, par un hasard des circonstances, j'ai rencontré 2 jeunes agriculteurs qui venaient de s'installer sur la commune. Et là, tout de suite, je me suis dit qu'on tenait quelque chose, un filon, parce que c'est une ville qui s'agrandit. On est passé à 11 500 et bientôt 13 000 habitants. Je savais très bien que les familles, voilà, il y a vraiment un goût pour ces circuits courts, pour manger local, manger bon. Et donc, quand ils m'ont expliqué tous deux qu'ils souhaitaient vendre uniquement via des AMAP, je leur ai dit, écoutez, banco. Pour l'une, elle était déjà en activité, elle produisait des œufs bio. Donc je lui ai simplement demandé si elle avait encore un volant de production disponible, ce qui était le cas. Donc en fait, la première rencontre a eu lieu en février 2016 et les premières distributions d'œufs, à l'époque, on faisait ça dans des commerces de la ville qui nous prêtaient leurs locaux de façon très gratuite. Ça permettait aussi de faire connaître les commerces de la ville. Et ça a commencé, je crois, au mois de mai ou juin 2016. Donc ça s'est fait très vite. Et pour le deuxième agriculteur, ça a été plus long parce que lui, il était en phase d'acquisition de terres donc sur la commune. Et là, vraiment, les adhésions des AMAPiens et le soutien financier, parce que dans le système de l'AMAP, ce qu'il faut bien expliquer aux gens, c'est que en amont de la récolte des paniers, les adhérents règlent directement à l'agriculteur l'ensemble de leur contrat annuel ou voilà. Ils payent d'avance. Donc voilà, ils payent d'avance. Donc c'est bien pour ça qu'on dit que c'est pour le maintien de l'agriculture paysanne, parce que pour eux c'est vraiment une pérennisation de leur leur rentrée financière sont sécurisées. Donc grâce à ça, même s'ils n'avaient pas encore produit, ça lui a permis de passer au travers des fourches codines, je dirais, des banques, de la SAFER. Et on a vraiment accompagné, moi en tant qu'élu, et puis après l'association qui s'est créée, parce que c'est vrai qu'après sur le territoire, c'est grâce à des bénévoles que l'association fonctionne au jour le jour. Mais disons que ce qui est sympathique dans une AMAP, c'est que vraiment, c'est la conjonction, c'est le point de rencontre de différentes dynamiques. Il y a la dynamique des consommateurs, des clients, on va dire, consommateurs, on dit maintenant. Il y a la dynamique des bénévoles de l'association. Il y a les agriculteurs et il y a les politiques. Et en fait, quand tout ça se conjugue, nous, on a eu un petit alignement des planètes, mais... Alors, quel résultat, justement, pour l'AMAP jusqu'à présent sur Villepreux ? Ce qui est extraordinaire, c'est que... on y propose quoi dans cette AMAP aussi, on peut peut-être préciser ? Pour l'instant, ça, c'est en train de se développer. Donc la base, c'est quand même le travail du maraîcher, qui nous fournit des légumes. On a aussi donc Florence Morlière, qui nous fournit du miel, des fruits rouges et des œufs. Tout récemment, donc, on a fait des contrats avec un meunier boulanger. Donc ça, c'est assez extraordinaire. C'est quand même assez rare parce qu'il se trouve qu'il y a des parcelles céréalières qui sont déjà cultivées en bio depuis des années. Et ce jeune meunier boulanger, donc, qui est aussi une personne qui est en reconversion, achète le grain, fabrique lui-même sa farine et ensuite fait son pain. Donc, et après, le blé provient de Villepreux. Et on est vraiment hyper local, quoi. Voilà. Et après, ça n'empêche pas qu'il y aura d'autres possibilités. Sur le territoire, il y a aussi un producteur de pommes et de poires. Donc voilà, tout ça, c'est tout un tas de choses à développer, mais qui sont extrêmement chronophages pour les bénévoles. Il y a un échange entre les AMAP qui sont proches les unes des autres, par exemple, ou est-ce qu'il y a une concurrence? Je sais pas. Non, c'est pas en concurrence. Généralement, on travaille soit en inter-AMAP sur certains gros dossiers. Par exemple, il y a des collectifs qui se sont montés qui s'appellent Ski Pousse. C'est différents acteurs qui soient adhérents de différentes associations ou même des personnes eux-mêmes.
sur des gros dossiers, on peut travailler en adéquation tous ensemble. Et il y a une volonté aussi de s'élargir peut-être à d'autres agglomérations aussi, de développer ce système-là, d'élargir un peu vers Versailles par exemple, ou pas trop, on reste sur des circuits courts, mais du côté politique. C'est des actions citoyennes qui se mettent en place. Il existe déjà d'autres AMAP autour de notre territoire. J'en connais une par exemple sur le plateau de Saclay, puisque c'est proche forcément de là où j'habite, sur Manille-les-Hameaux. Mais il y en a d'autres un petit peu partout, c'est en train d'essaimer, tant mieux. Maintenant, la plus grosse difficulté pour ce système finalement de lien entre producteurs et habitants, c'est de trouver la production et de trouver maintenant la diversité de la production. On a un certain nombre de maraîchers qui se sont installés, d'autres producteurs qui s'installent. Par exemple, aujourd'hui, pour trouver de la viande bovine dans notre secteur, c'est plus compliqué. Et puis ensuite, pour trouver ne serait-ce que des œufs, ça devient compliqué aussi, puisque on n'a pas les productions nécessaires, les productions nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins de nos consommateurs qui sont ici. Donc c'est toute cette diversification. Alors il y avait un mot pendant le séminaire qui avait été donné par un professeur d'AgroParisTech qui est la densification de l'agriculture. Cette densification, c'est tout simplement sur un même territoire d'avoir plus de production, plus de diversité de production pour pouvoir mieux répondre justement aux besoins des habitants. Et là, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. On parle donc du manger local. Je vais tout de même préciser qu'il y a ce guide qui a été édité par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui permet de retrouver justement les adresses des AMAP, rencontrer les maraîchers aussi, les producteurs locaux. Vous saurez qui ils sont, ce qu'ils font et où trouver leur production. Je redonne ces quelques chiffres. À Saint-Quentin en Yvelines, 21% des terres sont agricoles, 32 exploitations, 15 AMAP. Ça représente 28 emplois locaux tout de même. On peut aussi le souligner. On va parler aussi de la pérennité de tout ça. Juste après ce reportage consacré à un autre maraîcher, c'est Robert Pires, lui aussi est maraîcher à Manille-les-Hameaux et lui aussi s'est reconverti en 2014 et nous étions présents lorsqu'il avait livré ses premiers paniers de légumes. Reportage. Le terrain a déjà bien changé. En ce début du mois de juillet, Robert Pires cultive salade, chou rave, courgettes ou encore tomates. En février dernier, ce maraîcher avait vu son installation prendre forme avec l'aide de plusieurs bénévoles. 5 mois plus tard, il propose déjà des produits. Je crois que tout le monde est content. Enfin, moi, en tout cas, je le suis. Et les retours que j'ai des gens aussi, dans l'ensemble, ils aiment le goût des légumes. Donc ça tient pas à moi. Ça veut dire que la terre répond bien. Ils ne sont pas gros, mes légumes, parce que j'ai une problématique d'arrosage très limitée. Mais du coup, le goût, lui, il est pas mal. Et on est assez content. Et la quantité, je crois que c'est bien aussi. Actuellement, Robert Pires fournit 2 AMAP, l'une à Manille-les-Hameaux, la seconde dans le 18e arrondissement de Paris. Il livre une 40aine de paniers chaque semaine. Bon, faut être un peu lapin, hein, mais moi j'aime bien. J'ai démarré de manière précaire, on va le dire, pour pouvoir démarrer vite. J'arrose soit à l'arrosoir sur des petites surfaces cultivées, soit au goutte à goutte, uniquement. Et donc je ne peux pas beaucoup arroser, je ne peux pas beaucoup mouiller mes plants, mais du coup c'est quelque chose qui pour l'instant je l'ai remarqué est gérable, même depuis plus d'1 mois où il n'y a quasiment pas eu d'eau. Simplement ça ne me permettra pas de grandir la surface exploitée pour augmenter le nombre de paniers et en faire quelque chose de rentable en quelque sorte, qui permette de tirer un revenu. Actuellement, vous vivez de votre exploitation ou pas ? Non, parce que je cherche d'abord en fait à pérenniser mon activité, c'est-à-dire donc j'achète ce dont j'ai besoin. Donc aujourd'hui mes revenus sont entièrement réinvestis dans ce qui est achat, dans ce qui est investissement, sur du matériel, plutôt du petit matériel, mais tout de même. Donc aujourd'hui je cherche pas forcément à en vivre, en tout cas pour cette année. En plus, j'ai démarré en milieu d'année, ce qui n'est pas une année complète, donc c'est difficile de dire je vais pouvoir tirer un revenu tout de suite. Pour améliorer la gestion de l'eau, un chantier pour acheminer celle de la ville va être lancé d'ici la fin du mois de juillet. Robert Pires cultive pour le moment près de 8000 m² de terrain. Sur l'année, il peut proposer une 40aine de légumes de 80 variétés différentes. Le 13 mai dernier, il livrait pour la première fois la MAP manicouoise.
C'est la première. C'est émouvant, il y a quelque chose d'émouvant dans cette première distribution. Parce que les légumes sont là, parce qu'ils sont arrivés, ils avaient même plusieurs semaines d'avance avec la chaleur et je suis très content de pouvoir fournir un beau panier pour cette première distribution aux Amapiens de Magny et de Châteaufort. Une cagnotte solidaire avait été lancée en février par l'association Le Bonheur et dans le pré, 4 600 € ont déjà pu être récoltés. Ce prêt a notamment permis à Robert Pires d'investir dans un tracteur. Dans cette aventure, le maraîcher n'était donc pas tout seul. Un élan de solidarité qui l'encourage à poursuivre son activité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes complètement épanoui dans cette reconversion? Je me pose pas la question tous les jours, heureusement, mais moi je crois que je suis heureux. Ouais. On vient donc de voir l'installation d'un maraîcher sur Magny-les-Hameaux. La discussion qui se poursuit en plateau et justement, Hervé Givry, je me tourne vers vous. Vous connaissez sans doute un Robert Pires qui travaille pas très loin de chez vous. Ben, on travaille ensemble. Donc ça reste très près. Oui. Je voudrais qu'on parle de la pérennité de toutes ces exploitations aujourd'hui. Vous êtes reconverti, vous êtes installé, vous prenez vos marques. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir ou vous vous dites que ce système va durer ? Le système va durer, mais il faut toujours trouver des nouveaux adhérents parce qu'il y a du turnover tous les ans. Ça se comprend, il y en a qui sont pas satisfaits, il y en a qui déménagent. Voilà, donc il y a du renouvellement à faire tous les ans. Et tant que on n'a pas la totalité des contrats signés, on se pose des questions, bien sûr. Pour les agriculteurs, pour les maraîchers, aujourd'hui, il est possible de vivre de ce système durablement ? Oui. Système de circuit court, système d'AMAP. Bien sûr. Moi, j'étais en formation chez un maraîcher qui, ça marchait très bien pour lui. Et puis il y en a d'autres en Île-de-France pour qui ça fonctionne. Mais c'est le temps de lancer la machine, on va dire. Moi, je commence, je suis un débutant et donc du coup, c'est pas encore tout à fait installé. Quand vous dites que vous êtes un débutant, ça a été difficile d'aller dans les champs le premier jour ? Non, pas du tout. Non, c'est un plaisir, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est un changement de vie et effectivement, faut s'adapter, mais c'est avec plaisir. Il y a de plus en plus tout de même néanmoins de demandes. Combien d'adhérents dans les différentes AMAP justement, déjà sur votre secteur et puis après sur le Villepreux ? Nous, on doit être 35, je pense, juste pour les contrats maraîchers. Après, comme c'est une association, on a différentes choses. Sur celle de Chez nous, ça s'est fait très très vite, c'est monté en charge très vite. Là, on est à 103 et on va sûrement arriver à 150 d'ici mai. Avec des adhérents qui restent, il n'y a pas trop de turnover, il y a de plus en plus de monde. Pour l'instant, on ne sait pas, parce qu'on est dans nos premiers 6 mois, mais d'après le sondage que j'ai fait auprès des adhérents, il y aura peu de turnover. Et on a beaucoup de gens en liste d'attente. C'est ce système, comme vous ne pouvez pas intégrer les personnes volontaires au flux des semaines tout au long de l'année. En fait, on clôt les inscriptions. Après, l'agriculteur calcule ses semences en fonction du nombre de paniers qu'il a à fournir. Et puis après, il réouvre les inscriptions pendant ce laps de temps, il y a des gens qui continuent, eux, à s'inscrire. Et donc, nous, par exemple, on a des listes d'attente vraiment très, très importantes. Et après, c'est vrai que c'est rassurant pour le maraîcher d'avoir des gens en liste d'attente. Parce que si jamais des gens partent, au moins, il y en aura d'autres qui vont arriver. Parce que moi, j'ai déjà 7 ans d'expérience dans une autre AMAP ailleurs, et je dis il faut être vigilant, c'est à l'AMAP d'être vigilante, parce que c'est quand même une économie qui est assez fragile. Et l'important, en fait, il faut absolument que ça soit donnant-donnant, on va dire. Vous achetez votre panier, mais d'un autre côté, il faut que le maraîcher puisse vivre décemment de son travail, quoi. Ça fait partie de la charte des AMAP d'ailleurs. Et justement, les particuliers, au niveau des tarifs, combien ça coûte déjà ? C'est très intéressant, parce que dans la mesure où vous sautez un intermédiaire commercial, l'association, elle n'a aucun, elle ne se prend aucune marge sur les paniers en fait. Donc en fait, les gens adhèrent à l'association. La plupart du temps, c'est une dizaine d'euros à l'année, et ensuite le règlement que les AMAPiens font, c'est en direct vers le producteur. Donc nous, si j'en juge de notre expérience à nous, quand les personnes viennent récolter leur panier, c'est l'équivalent à chaque fois de 2 grosses cagettes de légumes. Donc il y a en moyenne 15 à 18 kilos de légumes en bio, et chaque panier, le tarif qui a été fixé par l'agriculteur est de 23 €.
Alors montrez-moi une enseigne bio qui fait, vous voyez. Donc c'est pas seulement un truc écologique, voilà. C'est pour les familles. Aussi, à partir du moment où elles font l'effort, c'est vrai, et de payer en amont. Ça, c'est un premier effort. Et le deuxième effort, c'est aussi le côté participatif. Mais personnellement, je trouve aussi que c'est l'aspect sympathique de la chose, c'est qu'il faut aussi donner de son temps. C'est-à-dire que ça fait partie de l'engagement de la personne qui souscrit. Il va falloir qu'elle participe à des distributions, qu'elle aide à constituer des paniers, tout ça. Oui, on n'est pas consommateur donc, et pas uniquement consommateur. Mais je vous assure que c'est, je conseille à toutes les personnes qui ont un petit coup de mou en cette période hivernale d'aller à une distribution d'AMAP parce que c'est formidable. Vous discutez avec votre producteur, ça a du sens, quoi. Je veux dire, de tout de suite de savoir tiens, il y a moins de carottes là maintenant, pourquoi? Et c'est directement le producteur qui vous explique pour quelles raisons et ci et ça. On a beaucoup de familles qui viennent avec leurs enfants. Ça a du sens. C'est aussi pour ça que vous avez fait cette démarche en tant que maraîcher. C'est aussi pour avoir du contact avec les consommateurs, échanger avec eux. Bien sûr. Ouais. Bah oui, c'est important. Moi, je suis toujours à la distribution toutes les semaines pour répondre aux questions s'il y en a, et puis expliquer un peu ce qui se passe, les aléas quand il y en a, et puis pour les enfants aussi, parce que moi aussi j'ai des enfants, donc c'est un ensemble de choses, voilà. Moi, ce que je pourrais rajouter aussi, ça met plus en phase les gens avec l'évolution des saisons. Parce qu'on voit quand vous êtes en ville, vous êtes un peu hors sol, vous vous rendez pas compte du changement de temps. Mais là, vous voyez que là, on est dans la période des panais. Après, il y aura des carottes. Après, il y aura des courges. Les gens quel légume correspond à quelle saison, et c'est très bien pour les enfants aussi. Ouais. Bien sûr. On découvre des légumes aussi. Oui, on découvre. Ça, je suis d'accord. On redécouvre des légumes, et puis en même temps, à un moment donné, il va falloir qu'on apprenne à se dire que en plein hiver, ici dans notre région, on mange pas des tomates, et que des tomates, ça pousse pas sous un cellophane dans une cagette, dans une barquette en plastique, même bio. Voilà. À un moment, il faut aussi revenir vers la réalité des choses. Parfois, c'est un peu dur. Hein. Moi-même, je suis adhérent de la MAP depuis presque 10 ans maintenant. La première année, quand on se retrouve avec des pommes de terre, des choux l'hiver, on change un petit peu son mode de consommation. Mais c'est aussi la responsabilité de tout le monde, et c'est juste la réalité des choses. Et ça, en connaissant directement les producteurs, ça permet de revenir sur ces réalités. Il nous reste juste quelques minutes avant de conclure cette émission, et j'aimerais revenir sur une thématique dont on parlait juste pendant que le reportage était diffusé. Vous attiriez mon attention sur le fait de l'attribution des territoires, et vous aviez rebondi juste derrière. Aujourd'hui, la complication, c'est quel territoire, quelle taille de parcelle, pour quelle agriculture on met dessus, et là il y a le politique qui a un rôle à jouer. Voilà. En fait, c'est vrai que les terres actuellement sont majoritairement des terres céréalières ou avec des productions oléagineuses, et ce sont des terrains, du coup, des parcelles qui sont relativement grandes. Or, dans le cas d'une attribution à un maraîcher ou à un arboriculteur, clairement, les surfaces souhaitées sont souvent moindres. Et donc, cela oblige à faire des divisions parcellaires. Et c'est la SAFER qui opère ces divisions parcellaires. Et c'est vrai que à ce niveau-là, je pense que les politiques ont vraiment tout leur rôle à jouer pour favoriser cela, parce que c'est vrai que ça fait du coup une agriculture plus vivante, certes avec des lopins plus petits, mais ça veut dire que chaque lopin va être, attribué à un maraîcher, à un agriculteur. Donc ça fait vraiment une agriculture de proximité. On parle d'agriculture périurbaine, beaucoup plus dense et beaucoup plus peuplée. C'est quelque chose qu'il faut vraiment accompagner. Et sur lequel vous intervenez aussi en tant que politique. C'est tout l'objet du plan local de développement de l'agriculture locale et des circuits courts qu'on débute à 50 ans en Yvelines. C'est tout l'objet aussi de mon engagement à 50 ans en Yvelines, à savoir de réussir déjà à pérenniser les agriculteurs qui sont déjà sur le territoire, céréaliers ou autres types de cultures, qu'il puisse y avoir un certain nombre de conversions de terres vers une meilleure prise en compte aussi de l'environnement,
mais qu'on puisse favoriser cette diversification. Alors il y a un certain nombre d'outils qui existent, qui doivent être utilisés, mais la base, c'est le politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des terres qui sont publiques, derrière, c'est nous, donc en tant que citoyens, qui devons maîtriser ces aménagements et qui devons permettre au fil du temps d'avoir ces transformations de territoire pour avoir cette fameuse densification d'agriculture qui puisse répondre aux besoins directs des habitants et relocaliser finalement la production. Merci. C'est essentiel aujourd'hui. Merci à tous les 5 d'être venus témoigner, échanger sur cette problématique du manger local. Je rappelle ce guide qui a été édité par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, qu'on peut retrouver auprès de leur service et puis sur leur site internet aussi. C'est la fin de ce 7-8 Société. À revoir sur tv78.com et puis sur notre application mobile. À très bientôt.